Bienvenue sur le podcast Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture du Trône de Fer ou The Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 70, soit le 9e chapitre de John, toujours avec Guillaume. Toujours présent. Et puis, eh bien, c'est parti. Alors, commençons par le commencement. Donc Guillaume, est-ce que tu pourrais commencer à résumer ce chapitre ? Ça marche. Donc chapitre assez descriptif, pas de grosse théorie ni rien. Alors on va retrouver John, en fait, qui décide de déserter la garde de nuit pour aller rejoindre son demi-frère Robb à la guerre. Et il sera rattrapé par ses frères de la garde de nuit qui réussissent à le convaincre de revenir à Château-Noir. Et c'est le lendemain matin que le Lord Commandant lui apprend qu'il s'attendait à ce que John tente de déserter, mais aussi qu'il savait qu'il allait finalement revenir. Et le Lord Commandant Mormont va réussir à convaincre John que sa place est au mur et pas à la guerre avec Robb, parce que la cause pour laquelle il se bat dépasse largement les querelles dans le sud. Merci Guillaume. Ah, c'est ça, ton résumé était vraiment succinct, court, oui. Droit au but. Droit au but, tu veux que je te dise quoi ? Le chapitre débute donc dans l'écurie de Château-Noir, où John est en train de sceller son cheval en compagnie de Fantôme. Au cours du chapitre, on comprend que John a pris la décision de quitter la garde de nuit lorsqu'il a appris la nouvelle de l'exécution d'Eddard Stark. Son ami Sam le conjure de ne pas faire ça, qu'il a déjà prêté ses vœux, mais John ne l'écoute guère et quitte à Château-Noir. La sécurité, elle a pas l'air ouf à la garde de nuit, et avec ce chapitre, tu comprends pourquoi il y a autant de déserteurs. Parce qu'en fait, on dit que certes, il y a des veilleurs qui guettent sur le mur, mais qu'en fait, ces veilleurs, c'est les mêmes qui guettent, qui guettent justement les sauvageons qui viennent du nord, ou en tout cas les menaces du nord, et c'est les mêmes qui doivent veiller à ce que personne ne quitte le mur. Mais en fait, il y a pas de barrière en fait pour sortir de Château-Noir. Donc disons, on savait qu'il y avait que très peu d'hommes. À Château-Noir, je crois qu'il en reste que 500, quelque chose comme ça. Je crois qu'il en reste que 1000 dans la garde de nuit, il y en a 500 à Château-Noir. Ouais, un truc comme ça. Très peu d'hommes, et ensuite que il y a personne qui est vraiment chargé de surveiller à ce que les membres de la garde de nuit ne désertent pas. Donc John, il est sorti vraiment tranquillement, quoi. Ouais. Après, on sait justement que il y a pas de, je crois que il y a pas de rempart du côté sud, en fait. C'est juste, il y a juste un mur, et en fait, ils sont censés garder que le nord, on s'en foutent un peu du sud, ouais. Du sud. Ouais, mais tu dis, non, on devrait avoir une sécurité quand même pour qu'il n'y ait pas de désertion, parce que là, c'est un peu... Est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de se permettre de... Ouais, je pense qu'ils ont pas les moyens. Non, c'est vrai, je pense qu'ils ont vraiment pas les moyens, comme tu dis. Ouais, bon, voilà, non, mais tu comprends pourquoi il y a des déserteurs, en tout cas. Mais en plus, au-delà des déserteurs, je sais pas, pour garder les hommes au mur, ils permettent un peu que la nuit, des membres de la garde de nuit aillent à la mall pour aller au bordel, quoi. Ouais. Donc si tu mets la sécurité, ils peuvent plus faire ça, et je pense qu'ils peuvent plus faire ça, ils pètent un plomb, genre. Pour John, il fallait mettre le plus de distance possible entre lui et le mur jusqu'à l'aube, moment où Jeor Mormont se réveillerait et remarquerait la disparition de John. Car il était sûr que Samuel Tarly, même en connaissant sa désertion, n'irait pas jusqu'à prévenir, dans la nuit, le Lord Commandant. John avait tout de même laissé Grand Griffe, donc l'épée en acier valérien que lui avait offert Jeor Mormont, après l'attaque des autres. Il l'avait quand même laissé à Château-Noir, parce que, certes, il désertait, mais il avait quand même son honneur. Et même Jorah Mormont avait répugné à prendre l'épée lors de la fuite. Même Jorah Mormont. Donc ouais. Si Jorah Mormont le fait pas, moi, voilà, quoi. Mais ce qui est dit dans le titre, c'est qu'il avait quand même répugné à la laisser. Dans le sens, il a quand même des regrets, parce que bon, quand même, une épée en acier valérien, c'est pas mal. Mais bon, il a quand même son honneur. Il déserte, il brise ses vœux, mais un honneur à géométrie variable, quoi. Cela fait penser à John que sa désertion ferait sans doute penser à Jeor Mormont, à la fuite de son fils, et John était bien en peine de trahir la confiance que le Lord Commandant avait placée en lui. Ouais, bon, on sent qu'il a des regrets envers Jeor Mormont. Et j'avoue que le chapitre où... le passage où Jeor lui donne son épée en acier valérien, il est assez touchant, quoi. Donc c'est vrai que de deux points de vue, c'est assez bâtard ce qu'il fait, quoi. Franchement, c'est mesquin envers son... Juste après qu'il lui ait quand même donné l'épée ancestrale de sa famille, toi tu te barres comme ça en pleine nuit sans dire au revoir. Moyen. Mais bon, il a laissé l'épée quand même et tout, hein. Oui, il a quand même laissé l'épée. Non.
Là, et tu vois, il a quand même Mais laissé c'est qu'il s'en sentait pas digne, tu vois. Bah, tu m'étonnes qu'ils ne sont pas dignes vu qu'ils désertent. John pensa rapidement au fait de se changer, car tous ces vêtements étaient noirs de la tête aux pieds. Si on le capturait dans cet accoutrement, il n'y aurait aucun doute sur sa provenance et on le condamnerait à mort. Donc ouais, on vient de dire que c'était facile pour les membres de la garde de nuit de déserter. En revanche, c'est pas s'évader qui est difficile, c'est de rester évadé. Oui. Tu vois. Et non, franchement, c'est pas mal. Le fait que tous ces vêtements soient en noir et que, en fait, il peut pas, tu peux rien faire. En fait, tes habits, c'est voilà, tu peux pas changer d'habit comme ça, quoi. Mais tu sais que mec, c'est le principe des tenues de prisonniers ou enfin, ou même en psychiatrie, pourquoi on te demande d'enlever tes vêtements et de mettre les vêtements de l'hôpital, les blouses? Parce que s'il y a un mec qui sort d'une clinique psychiatrique ou un truc comme ça, il est facile à reconnaître, tu vois. C'est le même principe, foutre un uniforme. Mais encore, je pense que ce serait plus facile. Je veux dire, à l'époque actuelle, par exemple, en France, tu sors avec tu sors dans l'hôpital psychiatrique et des vêtements. Je pense que c'est assez facile de s'en acheter un autre. Tu vas dans un magasin de fringues. Tu sais, personne va se dire, ah, ils sont dans un asile psychiatrique. Enfin, tu peux te le dire, tu vois. Si c'est près d'un asile psychiatrique, je peux te garantir que tous les commerces aux alentours, ils sont au courant. Genre, peut-être, ouais. Tous les ils sont au courant. Genre, combien de fois, près de Mondor, la gare, elle rappelle des gens, elle appelle l'hôpital et dit on a trouvé un mec qui se balade en tenue d'hôpital. Ouais. Parce que ils savent, ils ont l'habitude. Hein. Alors que là, en fait, ce qu'il vient de dire, c'est que en fait, dans le Nord, genre de Château Noir jusqu'au Nec, tous les mecs qui voient se balader, enfin, en fait, toute la population qui voit se balader un mec habillé tout en noir, ils savent qu'ils viennent de la garde de nuit, quoi. Donc, il y a pas moyen à moins que t'aies des complices, mais je veux dire, si t'es seul et qu'on te voit, enfin, je veux dire que ce soit aux environs de, j'en sais moi, une terre qui est vraiment, même aux environs de Blancport, je pense, hein, les gens, ils vont savoir que t'es à la garde de nuit. Oui. À moins que, mais je me demande justement comment Yoren, tu vois, il peut se justifier. Je pense qu'il doit avoir un mot Oui, à mon avis, il doit avoir un laissez-passer. Ouais, qu'est-ce comme ça. Bah, ça s'explique. Genre, ça, c'est pas... Bah, du coup, tout ce que John aura à faire, c'est mais t'imagines, ouais, à chaque fois qu'il croise quelqu'un, toi là-bas, approche un peu, toi. Viens là, toi. Sur la route, John se questionne lui-même sur les raisons qui l'ont poussé à partir et les justifications qu'il s'est trouvées. En parlant de sa condition de bâtard, certes, mais il était quand même le fils de son père et le frère de Robb. On sent dans le chapitre que John a envie de prouver sa valeur, de montrer que malgré tout, il appartient à la famille Stark. On sent véritablement dans ce chapitre les conséquences de sa crise existentielle. Tu sais, il est justifie en disant non mais, ok, voilà, je suis un membre de la garde de nuit, d'accord, je suis en train de briser mes vœux, mais je suis quand même un Stark et malgré tout ce qu'on m'a dit, malgré le fait que Catelyn Stark m'ait maltraité depuis ma tendre enfance, je reste quand même le fils d'Eddard Stark, je reste quand même le frère de Robb, j'ai quand même quelque chose à... On sent qu'il a envie d'être un Stark, en fait. Là. Oui. Je crois que c'est la première... Parce que là, évidemment, on l'a jamais vraiment senti, le fait qu'il était frustré de pas être un Stark. Pour moi, je l'avais jamais vraiment senti comme je l'ai senti dans ce chapitre. C'est pas ça, Guillaume? J'avais l'impression que ça a une vraie... Moi, j'avais vraiment l'impression qu'il voulait prouver qu'il était quelqu'un. Ouais, mais pas après, de la famille Stark. Mais pas nécessairement de la famille, de la famille Stark. Ouais. La conversation qu'il eut avec Maître Aemon lui revient en mémoire, celle où le maître lui a dit qu'il a été testé 3 fois durant son existence à la garde de nuit. Mais John n'en a cure. Bon, oui, c'est ça, c'est que, en gros, Maître Aemon, lorsqu'il parlait justement des contraintes qui régissaient les membres de la garde de nuit, le fait qu'ils étaient testés plusieurs fois, lui, il avait été testé 3 fois dans sa vie. Je crois qu'on avait déduit qu'une des fois, c'était lorsque, justement, voilà, quoi, lors de la rébellion de Robert, que tous les Targaryens, ou presque, furent tués. Mais je crois qu'on n'avait pas trop d'indices sur les 2 autres fois, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Putain, ça veut dire, peut-être qu'il le racontera d'ici peu, je sais pas. Mais à chaque fois qu'il y pense, lui revint en tête l'image du déserteur de la garde de nuit qu'Eddard avait décapité lors du premier chapitre de Bran. C'est que John, en plus, il était vraiment au premier plan pour savoir quel sort on réservait aux déserteurs. Il a vraiment pas d'excuses là. John arrive finalement à la Mole, et donc on avait déjà parlé de ce village situé près du mur dans un des chapitres de Tyrion. Tu sais, celui où il monte tout en haut du mur.
Je crois qu'il voulait compisser sur des convents du mur, quelque chose comme ça. Par contre, je me souviens plus dans quelles circonstances on a parlé de la Mole. Ouais, c'était justement, comme il est monté tout en haut du mur, tu sais, il voyait un peu, il disait, ok, ça c'est la tour la tour du roi, ça c'est la tour de... Enfin, tu sais, il était en haut du mur, en fait, il contemplait le paysage. Et il voyait juste la Mole... Ouais. Ou je crois que c'était quand il était justement dans je sais plus comment on appelle ça, mais la sorte d'ascenseur qui faisait grimper les hommes de Château Noir jusqu'en haut du mur, et que plus il montait, plus il apercevait les environs, et en fait il les décrivait, tu vois. Il disait qu'au loin on apercevait les lumières de... D'accord, bon, ok. Mais sauf que en fait, je dis que c'est pour ça que tu t'en rappelles pas, mais en fait dans le chapitre c'était nommé, mais la Mole était nommée Molleville. D'accord, Molleville. Ouais. Je connais Smallville. Molleville, ça fait un truc à la Seigneur des Anneaux, tu sais, genre Hobbitville ou des trucs comme ça, tu vois. Mais du coup, c'est moyen parce qu'en fait, je comprends pas pourquoi il a nommé Molleville lors du chapitre de Tyrion, il a nommé la Mole. En mode, il a changé de traduction en plein milieu. Parce que tu sais, moi aussi, je me suis dit, mais je me rappelais qu'on avait parlé de la Mole dans un chapitre de Tyrion. Donc je fais CTRL F sur le texte, je tape la Mole et même dans mes notes, je trouve pas. Et en fait, quand je tape juste Mole, c'est là que je suis tombé sur Molleville. D'accord. Et j'ai compris qu'en fait, mais chelou de changer de traduction, tu vois. Non mais ce bouquin c'est un bordel. Hein. Ouais. On apprend que la plupart des habitants habitent sous terre, de même que le bordel dont t'as parlé, célèbre au mur où les membres le surnomment où les membres surnomment les putes les trésors enfouis. Génial. John profita de l'arrivée au village pour se reposer aux alentours, surtout que Fantôme avait disparu, donc il se devait de l'attendre. Mangeant quelques mets qu'il avait volés à Château Noir, donc voilà, tu vois, ok, il profère qu'on pas les vu, mais c'est quand même un voleur, hein. Je veux dire, il a quand même volé de la nourriture, là. Qu'on lui cherche pas d'excuses. John fut alerté par des bruits de sabots venant de la forêt. Écoutant attentivement, il reconnut la voix de ses amis. Sam avait dû les réveiller et les alerter. C'est à ce moment-là que Fantôme décida de réapparaître, ce qui indiqua la présence de John. Ils essayèrent tous de le raisonner, mais, pour lui, rien ne comptait d'autre que le fait qu'on avait assassiné son père. Alors, si c'était son honneur qui comptait, ses camarades allaient lui rappeler. Ainsi commencèrent-ils à réciter le serment de la garde de nuit pour que John se rappelle de ses vœux. Bien qu'il les injuriât pendant tout le serment, John ne put se résoudre qu'à les écouter quand il eut surfini. Et je trouve que c'est génial ce passage. Tu sais, t'as John d'un côté qui les insulte et t'as tous les autres qui récitent le serment de la garde de nuit. Oui. C'est vrai qu'en plus il est assez stylé, je trouve, le serment. Hein. Genre, je suis le veilleur au rempart, je suis la lame dans les ténèbres, c'est cette nuit que ma garde commence et qu'elle ne sait, enfin, je sais plus exactement ce que c'est, mais... Les vœux, ils ont l'air beaucoup plus stylés que l'image qu'on en a aujourd'hui. Genre, ça a l'air beaucoup trop stylé. Grave. Mais je pense que c'est un peu alors pour ça qu'ils sont juste là à se peler les couilles. Mais je pense que c'est un peu, tu vois, l'image que John avait de la garde de nuit, justement, avant d'y entrer. Tu sais, où il se disait dans le premier chapitre, ouais, j'ai envie d'aller à la garde de nuit, j'ai envie d'être comme mon oncle Benjen, j'ai envie d'appartenir à cet ordre de veilleurs au rempart qui protège les 7 couronnes de tous les maux qu'on peut rencontrer au-delà du mur, etc. Et franchement, t'entends ça. Imagine, t'es un étranger, tu sais pas quelle est la situation au mur ou à la garde de nuit, t'entends ce serment, tu te dis, putain, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est stylé. Et du coup, par rapport à la réaction de Fantôme, en fait, t'as un peu l'impression qu'il a fait exprès de se cacher pour réapparaître juste au moment où, c'était opportun pour que ses amis le retrouvent, quoi. Donc peut-être que Fantôme, il sentait que John, il était en train de faire une connerie, genre. Tu vois? Ah ouais, je comprends. Non, tu sais, c'est même John qui lui dit, il dit, bah, c'est à ce moment-là, quand justement, il était en train de se cacher, que ses amis étaient tout proches, que Fantôme, il a décidé de réapparaître. Donc genre, en mode, tu doutes qu'il y a un lien, enfin, tu doutes qu'on sait que, voilà, les loups-garous des stars contre une certaine intelligence, donc tu doutes que Fantôme, il a fait ça exprès pour alerter. Oui, je l'avais pas vu comme ça, ouais, le fait que Fantôme, en gros, il valide pas, genre. Il fait gros, là, je valide pas. Je sais pas dans quelle merde t'es en train de faire, là. Sur la route du retour, John échafauda quand même un plan. Il allait faire croire à ses amis qu'il était satisfait de sa situation, qu'il était rentré pour de bon, et lorsqu'il relâcherait leur attention, il repartirait de plus belle. Sûrement, en longeant le mur, soit jusqu'à l'extrémité est, là où se trouve la mer, soit jusqu'à l'extrémité ouest, au pied des montagnes,
la route qu'empruntaient les sauvageons pour venir au sud du mur. Donc c'est vrai qu'on savait pas trop comment les sauvageons ils faisaient pour traverser le mur. Et en fait, on se rend compte que en fait, ils passent par les extrémités. Donc soit ils passent par la mer du côté de l'est, là où justement il y a Fort-le-Vent, mais plus généralement, normalement, ils passent par l'extrémité ouest du mur. Et donc à cette extrémité ouest, il y aurait ces montagnes. Et ce sera là où justement Denis Mallister, il avait arrêté dans un des chapitres que à Jormormont qu'il y avait il voyait des passages en fait dans ces montagnes, quelque chose comme ça. Parce qu'on se demandait, tu vois, comment ça se fait que les sauvageons, ils arrivent à escalader les murs. C'est chelou, tu vois. Moi je trouve ça chelou aussi. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, ils passent pas en fait, ils escaladent pas le mur. En fait, ils contournent le mur par ses extrémités. Ouais, quoi. C'est ce que j'imaginais un peu, ouais. C'est vrai que ça, au départ, genre, j'avais lu le livre, mais je crois que j'avais pas lu ce passage. Je l'avais lu en diagonale. Après, j'ai regardé la série, je me suis demandé, mais comment les sauvageons, ils passent par le mur? Je veux dire, le mur est tellement géant, comment ils font? Après, voilà, mais on sait jamais, on n'a jamais de notion où ils passent par les contours, en fait, du mur. Donc, tu peux te demander, dans les sauvageons, le mur, il fait, je sais pas quoi, je crois qu'on l'a dit, en plus, je crois qu'il fait 200 mètres de haut. Il fait 200 mètres de haut, comment les sauvageons, ils font pour passer au-dessus, quoi? Genre, tu sais, même le sauvageon, les sauvageons, genre, Ocha, ouais. Tu vois, ouais, genre les... Ocha et ses potes, là, que Bran et Rob, ils ont trouvé dans la forêt. Oui, bah, genre en mode, ouais, t'es passé t'es passé par où, genre? Donc, ils ont pris une petite barque, je sais pas. Ouais, soit ils sont passés par l'est, soit par l'ouest. Le jour se leva, et Jon alla, comme à son habitude, porter son petit déjeuner à l'heure de Mormont. Il se rend vite compte que le commandant est au courant de son escapade nocturne. D'après ses dires, le maître Aemon l'avait prévenu que Jon partirait, mais le Lord commandant connaissait ses hommes. Si l'honneur t'a jeté sur la route royale, l'honneur a su te ramener. Et j'ai kiffé ce passage où Jon il fait c'est le copain qui m'a ramené. Et t'as vraiment qui répond. Et je dis que c'était ton honneur. Ça m'a grave fait rire. Je trouve que c'est génial ça. Enfin bon. Et ouais, donc du coup, Maître Aemon, il s'était douté après la conversation qu'il a eu avec Jon qu'il allait partir en mode ouais, je vois que je lui ai parlé dans le vent, quoi. Genre, c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Ok, il m'a écouté, il s'est dit, bon, c'est bien, ok, t'es un petit vieux, t'as tes histoires, mais moi, j'ai mes affaires à régler. Je pense que Maître Aemon, il avait compris que Jon n'avait pas compris ce qu'il était en train de dire, genre. Tu l'as pas senti. Et dis-lui, il s'en bat les couilles. C'est ça. Tu sais, quand t'essayes de sermonner un gosse, et que tu vois qu'il s'en bat les couilles, genre, et qu'il dit vraiment... Grave. À la limite, je pense même pas que Jon, il s'en battait les couilles, tu vois, mais je pense que juste, il comprenait pas, genre. Il disait oui, tu veux bien parler, mais qu'est-ce que je m'en fous, genre. Jon se préparait alors mentalement à son exécution, mais Mormont lui répondit que l'heure de sa mort n'était pas encore arrivée. Si on devait décapiter tous les hommes qui allaient trouver les trésors enfouis de la Mole, le mur n'aurait bientôt plus d'hommes. Donc c'est ce que tu disais, hein, Guillaume. Que, bon, on tolère, quoi. Bah, ouais. Voilà, bon, on sait que c'est des mecs, s'ils ont besoin de décompresser, faire un petit laisser-passer, et puis du moment qu'ils reviennent le matin, voilà, quoi. Pas de souci. Mais ça fait poser, c'est-à-dire que tu peux quand même, tu vois, il laisse, je pense qu'il y a quand même des hommes mais qui par ont contre, je me déserté, demande avec quel argent. Ah, bien vu ça. Peut-être c'est un truc comme les prisonniers, tu sais. Tu sais que les prisonniers, quand ils ont des travaux, ils sont payés, mais ils sont payés genre une misère. Tu vois, ils ont des fiches de paye, mais tu vois que par exemple pour 35 heures, ils sont payés genre 200 ou 300 euros, quelque chose comme ça. C'est en externe, ça. Non, on paye les externes en médecine ce prix-là. Non, je te jure, les prisonniers, ils ont un salaire, mais c'est un salaire, je sais plus comment il est calculé, mais c'est un salaire de merde, genre. Pour le même, ils sont payés vraiment, genre peut-être 1 ou 2 euros de l'heure, quelque chose comme ça. Ouais, mais bon, je sais même pas si... Tous les mois de l'argent de poche? Ou ça se trouve, c'est un truc, tu sais, par exemple, et toi, pendant les guerres, en fait, t'avais des putes qui étaient réservées pour les militaires, genre. Ils avaient pas besoin de payer. Genre, c'était, on vous en réserve quelques-unes, au moment où vous rentrez, vous pouvez y aller, et puis voilà. Mais c'était réservé, par compassion pour les gens qui protègent le pays, on réserve quand même quelques prostituées pour eux. D'ailleurs, j'avais entendu dire qu'il y avait pendant les croisades, il y avait un roi de France qui a voulu interdire la prostitution.
Et genre, les militaires, genre, ils ont fait grève, ils fait on part pas en croisade, ça plus les putes. Je te jure. Genre, ils réclamaient qu'il y ait des prostituées qui partent en croisade avec eux. Genre, ils ont fait on n'y va pas. Alors, ça m'étonne pas. Jamais sans mes putes. Ça me fait penser un peu d'ailleurs à ce qu'a disait Kathleen, genre. On me disait oui, ok, Ned, pendant la rébellion de Robert, moi ça me dérange pas qu'il est, voilà, c'était un homme, ça me dérange pas qu'il allait voir quelques autres, qu'il ait eu quelques bâtards. Le problème c'est qu'il ramenait un bâtard dans la maison, quoi. Mais après, qu'il aille faire ses affaires pendant la guerre, ça, c'est entre les anciens dieux et lui, quoi. Ça garde que lui et les anciens dieux. Genre Mormont lui fait alors comprendre, et c'est son discours qui finit par convaincre Jon de rester, que partir n'était pas une solution. Jon ne pourrait ramener son père à la vie et n'aurait aucune influence sur la guerre menée par son frère en tant qu'un seul homme. De plus, cette guerre touchait une grande partie des hommes du mur, pourtant, aucun n'était parti, et ils étaient tous restés à leur place. Et c'était maintenant qu'on avait besoin d'eux, car des signes alarmants leur venaient aux oreilles. Cotter Pike, le commandant de Fort-le-Vent, l'avertissait que plusieurs animaux quittaient le nord pour venir au sud, tandis que Denys Mallister, le commandant de Tour Ombreuse, lui indique que des villages frontaliers au mur se vident et que les montagnes de l'ouest sont embrasées de feu de l'aube au crépuscule. De plus, Benjen Stark est toujours disparu, tandis qu'on apprend que Mance Rayder masse toujours son armée. Alors plusieurs choses. Donc on savait déjà que Cotter Pike c'était le commandant de Fort-le-Vent. Plusieurs animaux qui quittent le nord pour venir au sud, ça indique qu'ils fuient sûrement quelque chose. On peut se douter que peut-être que c'est les autres, hein. Alors, c'est la grosse menace qu'on voit, hein. Oui. Et sûrement que les animaux, peut-être ils ont un sens plus aiguisé que les hommes et que voilà, ils fuient par rapport à ça. Oui, classique. Alors, Denys Mallister, commandant de Tour Ombreuse, alors c'est pas dit. En fait, il y a plusieurs versions, on a dit dans un chapitre que Denys Mallister l'a prévenu à l'ouest qu'il se passait des choses. Là, pareil, mais en gros, on comprend que c'est le commandant de Tour Ombreuse, quoi. Et donc des villages frontaliers au mur se vident. Sûrement peut-être que ça doit être aussi par rapport aux autres, mais il y a aussi cette menace de Mance Rayder. Mance Rayder, on connaît depuis tout le début. Hein. Je crois que depuis le premier chapitre de Bran, le premier chapitre de Kathleen, on sait que Mance Rayder se fait appeler le roi au-delà du mur et qu'il amasse des sauvageons, qu'il les réunit, quelque chose comme ça. On sait que c'est un ancien membre de la garde de nuit. Ouais. Ouais, c'est dit. Hein. Ça a été dit, je sais plus quand. Je peux vérifier si tu veux. Moi, flemme. Mais on sait que. Il me semble que oui. Ouais, bien sûr, on sait. Et donc il y a peut-être son armée aussi qui fuit déserter ces villages frontaliers. Oui, en fait, on apprend que Mance Rayder c'est un ancien membre de garde de nuit par Osha. C'est dans le chapitre de Bran là où il découle les sauvageons. Et il dit il dit un truc genre oui, Mance Rayder et d'ailleurs c'est un ancien membre de la garde de nuit. Et mais par contre ces feux qui s'allument dans les montagnes de l'ouest de l'aube au crépuscule, toi ça t'évoque quoi, Guillaume, du coup? J'avoue, je sais pas en quoi est-ce que ça évoquerait le feu. Moi, j'aimerais penser que, typiquement, peut-être que les peuples au-delà du mur connaissent la faiblesse des autres. Ah oui. Oui, d'accord. Ok, qui crament les cadavres. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Soit qui, justement, ils utilisent le feu pour les repousser, soit qui crament les cadavres, bien évidemment. Je sais plus c'est quoi, je crois que c'est dans un des contes de vieille Nan qu'on a découvert quelle était la faiblesse des autres. Je crois que c'est le soleil, le sang chaud. Ils craignent le sang chaud et ils détestent le fer ou un truc comme ça. Ah oui, c'est ça. Peut-être c'est ça, le fer, le soleil, le sang chaud, et peut-être qu'il y a un autre truc, mais j'ai oublié ce que c'est. Mais du coup, on sait que le feu, voilà, ça les vend. Vu que c'est avec ça que Jon a réussi à vaincre les autres qui se sont infiltrés dans la logia de Jeor Mormont. D'ailleurs, il a toujours des picotements à sa main, Jon. Hein. On voit qu'elle est toujours pas guérie par rapport à... Il avait balancé une lampe enflammée sur eux, et que ça l'a brûlé, en fait. Et oui. que c'est toujours pas guéri. Le chapitre se finit sur une conclusion inattendue. Tous ces signes ont poussé Jeor Mormont à effectuer une grande excursion au-delà du mur pour voir de quoi il en retournait. Il avait besoin de Jon, lui, un Stark, chez qui coulait le sang des premiers hommes, et de sa bête fantôme, le loup-garou, qui était une bête rare, même au-delà du mur. Donc ouais, c'est bien cool, là, ça prépare, on sent que ça prépare justement l'excursion de la du mur dans le tome 2. C'est vrai que quand on y pense, ça allait peut-être un peu chiant de voir Jon avec ses potes s'entraîner à la garde de nuit. Ouais, c'était un peu chiant. Tu vois, tu sens que le tome 1, c'était là où on présente le mort, le tome 2, c'est bon, voilà. Maintenant, on va explorer au-delà du mur, quoi. Et peut-être qu'on va trouver enfin Benjen, hein.
Oui, avec Jen. Sacrément disparu ce mec. Hein. D'ailleurs, ce serait peut-être une occasion de revenir sur les questions les grosses questions qu'on a depuis le début. Bah, je pense qu'on peut se réserver ça pour la fin du tome, non? Oui, c'est vrai qu'il reste très peu de chapitres. Donc, ok, bon, on se réserve ça pour la fin du tome alors. Bon voilà, on a terminé pour cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié, que vous avez apprécié nous écouter. Si vous le voulez, vous pouvez continuer l'aventure avec nous sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez rajouter des choses dont on n'a pas vu, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous contacter facilement. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. À la prochaine.